Bonjour à tous. Pour débuter cette session d'après-midi, nous avons donc une conférence et nous avons le plaisir d'accueillir Noémie Boissier qui va nous présenter son travail de doctorat à l'INRIA. Merci beaucoup. Merci aussi pour l'occasion de présenter du travail de recherche ici et un travail un peu particulier parce que moi je ne suis pas du tout médecin. Je suis docteur en mathématiques appliquées. Et donc je vais vous parler de modélisation en recherche et de modélisation mathématique en recherche. Et c'est un travail que j'ai fait en doctorat à l'INRIA sous la supervision d'Irène Pimentel et de Dirk Pareto. Avant de plonger dans le sujet, l'INRIA c'est un institut de recherche en numérique. On travaille sur pas mal de sujets de la voiture autonome jusqu'à la modélisation du flux du sang dans les artères, que vous voyez là. Et moi je travaillais dans l'équipe MAMBA. C'est une équipe projet qui a pour terme de recherche la modélisation mathématique pour la biologie et pour la médecine, avec des sujets comme la croissance tumorale, la régénération de tissus ou l'agrégation de protéines. Donc l'idée c'est de construire des modèles mathématiques pour essayer d'expliquer des résultats expérimentaux, voire de des expériences. Ce que moi j'ai fait. Et donc moi j'ai travaillé sur le foie. Donc, je vais pas vous rappeler ce que c'est pour le foie. Par contre je vais vous définir ce que nous on a considéré que le foie faisait et ce qu'on a pris dans notre modèle. On a considéré que le foie c'est une multitude d'unités fonctionnelles, les lobules. On a considéré qu'ils étaient tous hexagonaux. On a considéré aussi qu'ils étaient tous identiques. Et donc, si on fait ces hypothèses-là, on peut dire que comprendre le foie en entier et comprendre une unité fonctionnelle, c'est un peu la même chose. Donc, si on arrive à modéliser correctement une unité fonctionnelle, on peut extrapoler et modéliser la fonction de l'organe. Alors, nous, on a considéré, dans les unités fonctionnelles, on a les entrées du sang qui sont au sommet de l'hexagone. Le sang coule dans les capillaires vers la veine hépatique qui est au centre. Et au niveau de la microarchitecture, on a fait une deuxième hypothèse. Il y a du sang artériel et du sang veineux qui rentrent dans le foie. Et nous, on fait l'hypothèse qu'au niveau des capillaires, le mélange du sang artériel et du sang veineux il est tellement rapide qu'on, par abus de langage, on appellera les entrées veineux portales. Mais ça inclut aussi le sang artériel qui rentre dans le foie. Et ensuite, on a voulu étudier la fonction du foie. Et donc pour nous, la fonction du foie, c'est la détoxification de l'ammoniac. Parce que dans l'étude, quand il y a trop d'ammoniac dans le sang, l'ammoniac va au cerveau, ce qui peut amener des encéphalopathies, voire dans des cas extrêmes, le coma et le décès de patients. Donc c'est pour ça qu'on a étudié celle-là. Il y a de multiples autres fonctions qu'on pourrait étudier aussi. Et donc, je vais vous parler de deux modèles multi-échelles. Donc le premier, c'est un modèle vraiment axé sur la microcirculation et la microarchitecture, où je vais vous proposer un modèle multi-échelle de la fonction d'un foie fibrotique. Donc en fait, on a fait un modèle de la détoxification de l'ammoniac dans chacun des hépatocytes, qu'on a couplé avec une modélisation du flux du sang, puisque l'ammoniac rentre dans le foie par le sang. Donc on a modélisé le flux du sang, puis le transport de l'ammoniac dans la microarchitecture, et ensuite on a intégré dans notre modèle des altérations anatomiques pour essayer de quantifier l'impact de ces altérations sur la détoxification ou non de l'ammoniac par exemple. Et le deuxième, c'est un modèle multi-échelle, surtout sur l'hémodynamique, et on a étudié ce qui se passe après hépatectomie partielle, et c'était chez le porc, on a étudié ce qui se passait après 75% d'hépatectomie. Alors, d'abord, comment on fait un modèle? Pour commencer à modéliser le flux du sang dans notre unité fonctionnelle, il nous faut une géométrie. Et cette géométrie, on la récupère en analysant des scans de microscopie confocale, donc c'est des scans en 3D. Ici, c'était des souris. Ces scans, on les colore avec différents pigments qui permettent d'extraire chacune des structures qui sont dans le foie. Donc on a en bleu les noyaux, en vert c'est les canaliculaires, et en rouge c'est les cellules endothéliales. Et donc on peut reconstruire un bloc 3D de foie. Ce bloc 3D, on pourrait se dire très bien, on a une géométrie, parfait, on va commencer à essayer de mettre le flux du sang, etc. En fait, on a un premier problème à ce niveau-là, c'est que ce bloc, il a été physiquement coupé d'un foie de souris. Et donc, au bord, il y a plein d'ouvertures, de fins du réseau de capillaires notamment. Et ce réseau, en réalité, il est connecté à d'autres choses, sauf que nous, on ne le sait pas,
à quoi. Et nous, pour faire un modèle, on est obligé d'imposer au bord des conditions de... Il faut qu'on donne ce qu'il y a comme pression, ce qu'il y a comme flux, ce qu'il y a comme concentration d'ammoniac. Et ça, on n'en a juste aucune idée. À ma connaissance, il n'y a pas de mesure à ce niveau-là de concentration d'ammoniac dans le foie chez la souris, par exemple. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit que si on avait une unité fonctionnelle en entier, et bien juste un petit morceau coupé, alors, pour une unité fonctionnelle en entier, on connaît un peu les conditions au bord. On sait qu'elles sont toutes identiques, donc on se dit qu'au bord ici, finalement, tout ce qui sort de cette unité pour aller dans l'unité d'à côté, c'est égal à ce qui rentre de l'unité d'à côté pour aller dans l'unité qu'on considère. Donc finalement, on peut négliger. Et ensuite, les seules entrées possibles dans l'unité fonctionnelle, c'est via les veines portes qui sont au sommet. Et la seule sortie, c'est la veine hépatique qui est au centre. Et pour ça, on peut définir des conditions de flux, de pression. Par exemple, il y a quelques mesures de pression dans des veines hépatiques qu'on peut utiliser. Et puis pour les conditions de flux, comme toutes les unités sont identiques, on peut se dire que le flux qui rentre dans le foie, il se divise de manière complètement égale entre toutes les unités fonctionnelles. Donc ce qu'on fait pour avoir cette unité, c'est qu'on va sortir des statistiques de nos réseaux segmentés. Par exemple, la distribution des rayons, la distribution des bifurcations, est-ce que, en fonction de la distance à la veine centrale, en fonction de la distance aux veines portes, et on va reconstruire un lobule qu'on appellera statistiquement représentatif, qui va intégrer toutes ces statistiques-là qui ont été analysées sur, pas une seule stack d'images confocales, mais beaucoup. Donc là, on a une géométrie. Maintenant, on veut du flux du sang. Donc, ce qu'on fait comme hypothèse, c'est qu'on considère qu'on a Poiseuil sur chaque segment de notre réseau de capillaires. Poiseuil, on dit que le débit qui passe dans un tube est proportionnel à la différence de pression dans ce tube. Et le coefficient de proportionnalité, c'est la résistance qui est due à la viscosité du sang. Et cette viscosité du sang, comme on est dans les capillaires, on voudrait prendre en compte le fait qu'il y a des globules rouges et qu'on est dans les capillaires, et donc probablement que les globules rouges vont avoir un effet sur la viscosité dans les capillaires, parce que leur taille commence à être plutôt proche de celle du capillaire. Et en fait, il y a une loi empirique qui a été proposée par Price et Second qui permet de lier la viscosité du sang, le taux d'hématocrite et le rayon d'un lobule, d'un capillaire. Et donc on a utilisé ça pour calculer la viscosité dans chacun de nos segments ici. Donc on a un gros réseau, donc on a des segments qui sont liés à des nœuds. Aux nœuds, on conserve la masse. On a des conditions limites à l'entrée et à la sortie de notre unité fonctionnelle. Et donc on peut résoudre le flux du sang. Et là, on connaît le flux du sang dans le lobule. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ça, ensuite on va transporter de l'ammoniac. Donc pour faire ça, on a une équation de transport. Donc on dit que l'ammoniac, elle est transportée, c'est le terme rouge, c'est la flèche, et c'est ce que vous voyez là. Ça, ce serait une sorte de bolus d'ammoniac qui traverserait le lobule. Et on voit qu'il traverse essentiellement par les chemins qui sont les plus directs entre les entrées et les sorties, c'est ceux où ça va aussi. Il y a les débits les plus importants, donc ça va être plus vite, c'est là où il y en a plus. Donc on a du transport dans les capillaires, et puis on a aussi un terme F qui est un terme d'échange, c'est-à-dire que l'ammoniac va être dans le sang, mais il va être aussi attrapé par les cellules qui sont alignées le long des capillaires et transformé dans ces cellules. Alors, maintenant, dans les cellules, qu'est-ce qu'on a ? En fait, le processus de l'ammoniac, il est zoné dans le foie, c'est-à-dire qu'il y a deux groupes de réactions. Il est détoxifié par le cycle de l'urée qui est sur le foie, la partie périportale et médiane, donc en fait plutôt l'extérieur du lobule. Et puis il est détoxifié par la synthèse de la glutamine qui arrive plutôt au centre ici du lobule. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a une géométrie en 3D que vous voyez là. On a les vaisseaux sanguins que vous voyez en rouge. On a la position des cellules qu'on a reconstitué aussi avec la géométrie. Et donc, on peut transporter l'ammoniac dans le sang, avoir les termes d'échange avec les cellules, et dans chacune des cellules, on a le groupe de réaction qui correspond à la position des cellules. C'est-à-dire que les cellules qui vont être au centre, elles ne vont pas avoir les mêmes réactions que les cellules qui vont être ici en fait. En gros, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a validé ça d'abord sur des données expérimentales dans le cas
de la détoxification de l'ammoniac après intoxication au paracétamol, enfin au CCL4, mais ça fait à peu près la même chose. Je vais vous présenter ça, puis ensuite je vous présenterai l'impact de la fibrose sur la capacité du foie à détoxifier l'ammoniac. Et ça, c'est un travail qui a été fait en collaboration avec des biologistes de l'IFADO en Allemagne et des collaborateurs à l'INRIA. Donc, dans le cas de la détoxification au paracétamol, en fait, le foie va être endommagé, c'est la zone péricentrale qui est endommagée, et ensuite, donc là c'est endommagé, et puis ensuite on a la régénération pour, donc en fait, les cellules vont se diviser pour combler la zone qui a été endommagée au centre. Et du coup, comme la zone au centre a été endommagée, il n'y a plus les cellules qui faisaient la synthèse de la glutamine au centre. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements sur la concentration de la capacité à détoxifier de l'ammoniac par le foie. Et c'est effectivement le cas. Donc, ce que vous voyez, c'est les concentrations d'ammoniac à des temps après l'injection de CCL4 qui a à peu près le même effet que le paracétamol sur les souris. Donc, un jour après, on a une quantité d'ammoniac à la sortie du foie qui est beaucoup plus importante. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est pas forcément l'évolution de la quantité d'ammoniac ici. Ce qui est important, c'est ce que vous voyez, c'est que les traits en vert, en fait, ils sont très proches des barres noires qui sont les résultats expérimentaux. Donc, ça veut dire que notre modèle à nous, les traits en vert, c'est les résultats de simulation avec notre modèle multi-échelle, avec les équations des cellules, chimiques dans les cellules, l'ammoniac qui rentre par le flux du sang, et qui est transporté. Donc notre modèle il permet d'expliquer cette réaction. Ensuite, la question c'est est-ce qu'on peut l'étendre à d'autres choses. Maintenant qu'on a un modèle qui marche dans ce cas-là, est-ce qu'on peut l'étendre? Et on a étudié la fibrose hépatique. Donc c'est une fibrose non alcoolique qui a été induite par l'administration successive de très grosses doses de CCL4 à des souris. Et on a vu l'apparition de fibres de collagène qui sont en rouge sur ces coupes histologiques. Et donc on ne savait pas trop, en discutant avec les biologistes, on ne savait pas exactement ce que quel était l'effet de ces fibres de collagène. Donc on a fait une première hypothèse, on s'est dit que les fibres de collagène, elles n'allaient peut-être pas complètement fermer les capillaires, mais par contre elles allaient les rendre imperméables. C'est-à-dire que tout ce qui va passer dans un capillaire qui est entouré de fibres de collagène ne pourra pas sortir vers les cellules qui sont autour. Et ensuite on a observé ces coupes histologiques. En fait ça fait des sortes de shunts. Enfin, y a pas de, ça coule juste, mais ça ne sort pas des vaisseaux sanguins. Et ensuite on a fait des hypothèses sur comment sont organisées ces lésions avec le collagène. Donc d'abord, on avait vu que autour des veines centrales, il y avait l'air d'avoir un petit anneau de fibres de collagène, donc on a reproduit l'anneau ici. Puis on avait l'impression que les fibres de collagène, elles liaient les veines centrales entre elles. Donc on a fait des liaisons entre veines centrales sur l'unité fonctionnelle. Ensuite, on s'est rendu compte que dans certains cas, l'anneau autour des veines centrales avait l'air un peu plus large. Bon, donc on a fait un anneau plus large. Ensuite, on s'est rendu compte que parfois, ça traversait pas, ça reliait pas complètement deux veines centrales entre elles. Donc on a fait des trucs qui s'arrêtent. Puis dans un autre cas, on s'est rendu compte qu'il y avait l'apparition ici de trous. Alors on voit pas très bien, mais en fait on a l'impression qu'il y a l'air d'avoir des petits trous et on ne savait pas exactement ce que c'était. Et on s'est dit que peut-être que si une veine centrale était complètement bloquée, elle aurait peut-être tendance à essayer de faire des branches pour que le sang puisse quand même s'écouler. Et donc on s'est dit que c'était peut-être l'apparition de nouvelles petites veines centrales. Alors on a fait ici, on a rajouté des sorties pour le sang, des veines centrales. Ce que je vais vous montrer là, c'est qu'en fait c'est super facile dans un modèle mathématique, enfin notamment dans ce modèle 3D, d'imaginer et de tester des hypothèses de ce qui pourrait se passer. Et puis donc là on a créé 4 géométries différentes. Et une cinquième, donc des biologistes nous avaient parlé aussi de lésions possibles au niveau périportal. Donc on a fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de s'attaquer aux zones péricentrales, on a rendu imperméables les zones qui étaient autour des arrivées du sang, de l'entrée dans l'unité fonctionnelle. On simule tout, donc tout le modèle 3D, flux du sang, transport de l'ammoniac, détoxification dans chacune des cellules, et on garde la concentration à la sortie du foie en imposant à l'entrée la même concentration que dans un foie sain. On se dit que c'est juste après une lésion, on a la même concentration dans le foie que dans le cas d'un foie sain. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la sortie du foie, et dans le cas des 4 géométries qui sont ici, la concentration d'ammoniac dans la veine centrale elle est beaucoup plus importante que dans le cas d'un foie sain. Et ce qui est important ici, c'est qu'on n'a rien changé sur le métabolisme dans les cellules, on n'a rien changé sur l'hémodynamique, on a juste changé l'architecture en fait. On a juste rendu certains vaisseaux imperméables. Et ça, tout seul, ça a l'air d'avoir un impact, en tout cas quand on le simule, ça a l'air d'avoir un impact sur la concentration d'ammoniac
à la sortie, dans la veine centrale, à la sortie du foie. En fait, c'est explicable, c'est parce qu'en fait, dans ce cas-là, on enlève la synthèse de la glutamine. Et la synthèse de la glutamine, elle est assez efficace pour enlever l'ammoniac du sang. Donc comme on enlève, on inhibe plutôt les zones péricentrales, donc plutôt la synthèse de la glutamine, bah, évidemment, le taux d'ammoniac à la sortie est plus important. Dans le cadre de la zone périportale, ce qu'on inhibe, c'est le cycle de l'urée. Dans ce cas-là, il y a plus d'ammoniac qui va être transporté vers le centre pour la synthèse de la glutamine. Donc on va, en fait, qui arrive à bien enlever l'ammoniac du sang, on a la même bonne détoxification de l'ammoniac puisqu'on a des concentrations assez similaires au cas sain. Par contre, on voit bien que c'est la synthèse de la glutamine qui a pris le relais parce que la concentration en glutamine à la sortie, elle, est beaucoup plus importante. Le message de ça, c'est des résultats de simulation, de modélisation. On n'a pas pu les confronter à des résultats expérimentaux pour le moment. Par contre, ce qu'on a pu faire, c'est que nous, on a pu montrer que juste en changeant l'architecture, ça a l'air d'avoir un impact sur la fonction du foie. Et donc en fait, un modèle, ça pourrait permettre si on sait qu'une maladie a des impacts sur le métabolisme et sur l'architecture, en fait, nous, on peut tester, ok, si je change le métabolisme, voilà l'impact que je peux imaginer avoir. Ok, si je change juste l'architecture sans le métabolisme, voilà l'impact que je peux avoir. Et donc on peut en fait essayer de quantifier la part d'impact dû au changement de métabolisme et la part d'impact dû au changement d'architecture. Parce que pour nous, on peut tester l'un et l'autre de manière séparée. Alors maintenant, je vais vous parler plutôt de flux du sang et d'un cas plus proche de ce que vous faites. C'est dans le cas du modèle multi-échelle d'hémodynamique après hépatectomie partielle. Donc dans ce cas-là, on a étudié des mesures hémodynamiques chez le porc après 75% d'hépatectomie. Et on a voulu essayer de comprendre ce qui se passait dans les 24, en gros jusqu'au premier jour après la chirurgie. Pour comprendre, on a vu qu'il y avait des gros changements hémodynamiques. Ce que vous pouvez voir ici, en vert, c'est des données pour un cochon sain, un porc sain, pardon. Et en orange, c'est des données pour le même porc, mais un jour après. Et on voit qu'il y a des gros changements hémodynamiques. On sait qu'il y a eu la chirurgie, certes, mais il y a aussi le début de la régénération. Et donc nous, on voulait essayer de comprendre mieux, surtout au niveau micro-architecture, ce qui pouvait se passer et quelle était l'influence de la micro-architecture sur ces changements qu'on observe ici, sur l'hémodynamique systémique, après 75% d'hépatectomie. Ça, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec des chirurgiens de l'hôpital Paul Brousse et du CHRE de Tours, des biologistes en Allemagne, des data analystes en Allemagne aussi, et enfin pas mal de monde à l'INRIA, donc le Aubert, qui a pas mal participé à ce travail. Alors, nous on a notre modèle de micro-architecture, c'est le même modèle qu'avant. On a notre unité fonctionnelle dans laquelle on a le flux du sang, et ensuite on veut la coupler à un modèle qui est basé sur l'analogie électrique. Dans ce cas-là, on dit que le débit c'est le courant, que la pression c'est la tension, et qu'il y a une résistance qui est due à la viscosité du sang, c'est-à-dire qu'un delta de pression est proportionnel à un débit, ce que je vous disais tout à l'heure. On modélise aussi l'élasticité des vaisseaux avec un condensateur, et on peut modéliser toute la circulation systémique comme ça, où on a donc les poumons, le cœur, les organes digestifs qui sont importants pour l'arrivée du sang veineux portal pour le foie, les autres organes, qui pour nous tout est mélangé, on considère un bloc pour les autres organes, et on a un modèle pour le foie. Donc ce modèle il a été proposé par Chloé Hautevert en 2017, et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a couplé avec notre modèle de microarchitecture. Donc on a dit que le foie c'était 3 lobes. Ces 3 lobes, ils ont une certaine structure qui est toujours la même, leur masse est différente. Et quand on zoome dans la résistance du tissu, en fait c'est là où sont nos petits lobules. Tous nos lobules identiques, ils sont en parallèle, chacune de nos unités fonctionnelles. Du coup, comme on dit que le flux qui passe dans une unité fonctionnelle, c'est le flux qui passe dans tout le foie divisé par le nombre d'unités fonctionnelles, on peut calculer la résistance de chacun de ces lobules ici, qu'on peut reboucler dans le modèle systémique, et donc on peut avoir des modèles, on peut trouver comme ça, coupler comme ça les deux modèles. Donc ce qu'on fait, c'est que d'abord on calibre notre modèle sur un porc sain. Donc l'objectif c'est de définir tous les paramètres du modèle, donc toutes les résistances, etc., de telle sorte qu'on puisse reproduire, on veut reproduire
les données d'un port sain. Donc on va utiliser ces données-là pour calibrer tous nos paramètres. Puis ensuite, on va simuler l'hépatectomie et la régénération. Donc l'hépatectomie, on simule 75% d'hépatectomie. Ça veut dire que dans le foie, dans la partie qui reste, on se retrouve avec 4 fois plus de débit par unité de masse qu'avant, parce qu'on a enlevé 3 quarts du foie. Donc le quart qui reste, il y a plus de sang. Et ensuite, on simule la régénération. Alors là aussi, on fait plein d'hypothèses. On dit que la régénération, c'est l'augmentation de la taille des unités fonctionnelles. Donc en fait, on a des mesures d'augmentation du volume du foie entre J0 et un jour après. Et on dit qu'il n'y a pas de nouvelles unités fonctionnelles, que toutes les unités fonctionnelles ont grossi de la même manière, ce qui est quand même une très grosse hypothèse, et qu'en fait, il n'y a eu que de la division cellulaire à ce moment-là. Il n'y a pas eu de création de nouveaux vaisseaux sanguins, c'est juste que les vaisseaux deviennent plus grands, mais il n'y a pas de nouvelles connexions. Ensuite, on a fait des hypothèses sur ce qui se passait au niveau des rayons des vaisseaux sanguins, parce qu'on a observé des coupes histologiques de porcs, et puis on a essayé, comme tout à l'heure, d'imaginer un peu ce qui peut se passer. Donc dans certains, on a vu qu'il y a une contraction des vaisseaux sanguins, donc on l'a modélisé là, avec une réduction du rayon de 15%. Donc là, on a dit qu'il y avait une dilatation de la zone péricentrale, donc on a gardé le même rayon partout, puis on a dilaté la zone plutôt au centre. Et dans d'autres cas, on a dit qu'il n'y avait pas de changement de rayon, c'était aussi un scénario. Et on a simulé tout le système comme ça, puis on a comparé nos résultats de simulation avec les données en espérant qu'il y ait un des scénarios qui puisse expliquer les données expérimentales. Donc pas de bol, ce qu'on voit, c'est que en fait, ça n'explique pas du tout les données expérimentales. On n'est pas très loin pour la pression dans l'artère hépatique, pas trop mal pour le delta de pression qui passe dans le tissu, mais par contre, pour le flux dans la veine portale et le flux dans l'artère hépatique, on n'est pas du tout raccord avec les données. Et en fait, le résultat qui est important là, c'est que, indépendamment de ce qu'on pouvait choisir comme résistance pour la microarchitecture, enfin, c'est pas la microarchitecture qui permet d'expliquer ce changement. Il n'y a aucune résistance de la microarchitecture qui aurait pu permettre de reproduire les données. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose qui se passe. Donc, du coup, on a adopté une méthode un peu brutale. On a fait 200 000 simulations pour faire varier tous les paramètres. Et on a essayé de trouver le set de paramètres qui permettait d'expliquer les données. En tout cas, qui était le plus proche. Alors, je ne vous dis pas du tout que c'est ça qui se passe. Maintenant, nous, c'est 5 nouvelles hypothèses. Pour expliquer ces données, pour nous, il faudrait une diminution de la résistance de l'artère hépatique, donc c'est-à-dire dilatation de l'artère hépatique, dilatation des organes digestifs, dilatation de la vascularisation des autres organes, dilatation de la microarchitecture du foie de 50%, ça veut dire une augmentation des rayons du foie de 15% environ, et augmentation du retour veineux. Bon, ça c'est des données qui n'ont pas... ça c'est notre résultat de simulation. Par contre, maintenant, ce qu'on peut faire avec les chirurgiens, c'est de dire, voilà, nous on a ces 5 hypothèses, est-ce qu'on peut essayer de trouver des marqueurs biologiques qui pourraient aller affirmer ou infirmer chacune de ces hypothèses? Est-ce qu'on pourrait faire des expériences plus spécifiques pour vérifier si c'est ça ou pas qui se passe? Donc ça, on l'a fait... Notre limite, c'est que pour le moment, on l'a fait pour un animal. On est en train de le faire pour plusieurs animaux, pour que ce soit un peu plus représentatif. Mais donc ce qu'on peut faire, nous, c'est tester plein d'hypothèses, beaucoup, 200 000, et ensuite en sortir les meilleures, et du coup, aller retourner voir nos partenaires expérimentaux et dire, est-ce qu'on peut faire une expérience pour tester telle et telle hypothèse qui, nous paraissent peut-être plus probable, et discuter avec eux, parce que ça se trouve, ils vont dire non mais c'est sûr que c'est pas ça du tout qui se passe. Ça nous permet nous de changer notre modèle. Donc voilà, en conclusion, donc on a proposé c'est un framework qui est très générique. On a de l'intracellulaire, du flux du sang avec du transport, et qu'on couple du niveau de l'hémodynamique au niveau systémique. En fait, l'objectif, c'était un peu de faire une sorte de foie virtuel dans lequel on puisse tester plein d'hypothèses, plein de réactions, et de voir ce que ça pouvait donner. Alors, nous, ce modèle, ce que je vous ai montré dans les 2 exemples, c'est que ça permet de séparer des changements, des effets d'une maladie sur le champ. Ça permet de séparer les effets d'un changement d'architecture des effets d'un changement de métabolisme sur la fonction du foie. Quelle est la part de chacun dans une maladie, sur l'impact qu'a une maladie. Et ça permet aussi
Donc de donner des idées, de guider un peu les expériences dans une certaine mesure. On a aussi appliqué ça au cas d'intoxication au paracétamol. L'idée c'était d'avoir des expériences in vitro et d'essayer d'utiliser un modèle pour prédire ce qui allait se passer in vivo. Et voilà, dans les choses qu'on pourrait faire après, ce serait de rajouter la détoxification de l'ammoniac avec un modèle de détoxification PBPK du corps humain et de faire du coup avoir toutes les échelles pour la détoxification de l'ammoniac. Avec ça, je remercie les gens d'INRIA, de Dortmund, les chirurgiens avec qui on a travaillé. Et je vous ai mis le contact de Cléo Audebert si vous avez des questions ou si vous avez plein d'idées de modélisation à faire. Parce que moi, je travaille maintenant dans le privé et donc c'est plutôt à elle qu'il faut vous adresser dans ce cas-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, très intéressant. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Vous féliciter pour ce travail et dire que c'est parfois pour nous un petit peu compliqué et vous faire peut-être une remarque, puisque je vois que vous quittez l'université, une remarque un peu philosophique sur la modélisation qui me chiffonne depuis longtemps. Lorsqu'on est dans la création, qu'on utilise le mathématicien, la mise en équation d'un certain nombre de procédés pour créer un robot, on est donc dans un sens, si vous voulez, directionnel qui va vers quelque chose dont la finalité au total, c'est vous qui l'avez créé. Vous créez ce qu'on appelle un système que j'appelle un système compliqué. Donc ça peut tout, un robot intelligent. Voilà. À l'inverse, vous partez de l'hypothèse inverse, c'est-à-dire à partir du vivant et d'un système complexe, est-ce que finalement je peux le mettre en équation? Et si vous voulez, mon interrogation, parce que nous ici, on est un sujet quotidien ici, enfin pas quotidien, de comparaison de l'homme, enfin de la chirurgie et de l'aéronautique, mais ça a toujours été quelque chose qui me chiffonne, si vous voulez, c'est-à-dire que dans le phénomène biologique, on veut le modéliser, mais il y a peut-être à un moment donné, même si vous êtes des chirurgiens remarquables, et en particulier des hématologues remarquables, de quelque chose qui est que vous n'avez pas saisi et qui ne peut pas être mis en équation. Donc je trouve que cette dualité dans l'application mathématique de la biologie et à l'inverse, l'utilisation des mathématiques pour créer des individus, et ça pose un problème qui est le suivant, c'est que si vous laissez le conflit, notamment en matière de transplantation, entre la transplantation d'un organe artificiel ou, parce qu'avec vous, on pourrait peut-être imaginer un jour qu'on ait le foie artificiel. Donc j'exagère, mais je veux dire, c'est là, et je vais vraiment un peu, en tant que mathématicien, parce que moi j'ai beaucoup écouté les réflexions philosophiques des médecins, mais j'aimerais bien avoir la réflexion d'une mathématicienne. Est-ce que vous croyez, quand vous couchez le soir, que vous pourrez un jour modéliser l'homme? Je suis désolé, c'est une question. Alors, la réponse, c'est. Enfin, moi, ma réponse à moi, c'est. Dans son intégralité et dans sa complexité, je pense pas. En fait, même si on y arrivait, de toute façon, le temps de simulation serait probablement de 10 milliards d'années. Et donc, donc pour moi, c'est personnel, hein. Je pense pas. En fait, notre objectif à nous, c'est de faire un modèle suffisamment compliqué pour arriver à capturer, à expliquer le processus qui nous intéresse, la question, pour essayer de répondre à une question qu'on se pose, mais suffisamment simple pour qu'on soit sûr que c'est bien ce qu'il y a dans notre modèle qui permette de répondre à la question. Si on a un modèle avec, je sais pas moi, 10 000 équations, 4000 paramètres et 4 points de données, c'est sûr que ça va super bien marcher. Mais moi je serais incapable de dire quelle équation est importante par rapport à quelle autre, quel paramètre a une influence par rapport à quel autre. Et en fait, finalement, nous, notre but, c'est d'avoir des modèles suffisamment simples pour qu'on soit sûr que ce soit ces réactions-là, parce que ce qui nous intéresse généralement, c'est qu'il y a c'est pas vraiment de modéliser un animal ou un homme sain, c'est de modéliser les maladies. Donc on veut être sûr que c'est bien, on veut être sûr de bien capturer le paramètre ou la réaction qui va engendrer le défaut et pas tout et n'importe quoi. Donc non, je pense qu'on ne va pas arriver à modéliser l'homme. Je pense que je suis pas sûre que ce soit c'est pas un objectif. Oui. Oui, merci pour ce brillant exposé. Et finalement, il y a quelque chose qui m'apparaît important dans la pratique du livre clinique. C'est qu'on sait, dans cette pratique, qu'il y a des fois très fibreux, qui fonctionnent bien,
qui fonctionnent pas mal, et des fois qui ont peu de fibrose et qui fonctionnent très mal. On a fait que constater, on n'a probablement pas fait l'exercice intellectuel et de recherche suffisant pour essayer de comprendre. Ce que vous avez décrit là, c'est un début d'explication. C'est-à-dire qu'à partir de l'unité fonctionnelle, plusieurs modélisations qui permettent d'envisager différents scénarios. Et ça me semble important pour la compréhension de ce que je viens de vous dire. Alors après, au travers de ce que vous avez dit, moi personnellement, je n'ai plus de pratique comme ça, mais je veux dire, l'application clinique de ça, c'est les indications, par exemple, de transplantation hépatique. Ça peut, vous voyez, ce que je veux dire, c'est là je vais peut-être un petit peu trop loin, mais j'essaie un petit peu de me sortir d'un modèle purement expérimental qui est un peu plus complexe, surtout dans la digestion postprandiale, mais qui est vraiment passionnant pour comprendre, et je suis sûr que de ça, il y a certainement des débouchés sur des indications ultérieures qu'on fait probablement actuellement un petit peu de façon grossière, il faut le dire. Peut-être. Ça reste des résultats de simulation. Donc il y a quand même des limites. On a fait l'hypothèse que les fibres de collagène n'avaient aucun autre effet que de rendre les vaisseaux imperméables. Il faudrait vérifier ça expérimentalement, probablement. Il faut quand même valider ce que je vous ai montré, c'est vraiment des résultats de simulation. C'est ce que nous, notre modèle, entre guilillemets, prédit. Mais il n'y a rien qui dit que c'est vraiment la vérité. Par contre, c'est vrai qu'on pourrait expliquer... en fait, on peut tester tellement d'architectures différentes, de types de choses différentes que effectivement ça pourrait permettre d'avancer sur ce type de questions, c'est sûr. Mais on retrouverait peut-être, du coup, on pourrait peut-être avoir une explication d'indications qui sont en fait, qui sont probablement les bonnes et qui marchent très bien, mais ça pourrait expliquer ces indications. Je poursuis la... Oui, juste pour poursuivre la question du président, est-ce que aujourd'hui vous pourriez travailler avec des calculateurs beaucoup plus puissants pour modéliser de manière virtuelle finalement des modèles beaucoup plus complexes que celui-ci, à partir de ce type de problématique, mais où il y a peut-être d'autres modélisations à produire, mais avec une puissance de calcul qui permettrait peut-être d'aller plus vite, parce que vous avez dit des milliards d'équations. Aujourd'hui, avec Big Blue, on peut faire des milliards de calculs très vite. Probablement. J'imagine que oui, on pourrait aller plus vite. Ce qui, moi, on peut aller plus vite, mais plus on rajoute des équations, plus on rajoute de complexité, pour moi, on maîtrise vraiment quels sont les... pas vraiment les résultats, mais déjà, avant ça, il y a première chose, c'est que tous nos modèles, il y a plein de paramètres dedans. Par exemple, des vitesses de réaction chimique. Ces paramètres, il faut les trouver. Donc soit il y a des études expérimentales qui ont été faites spécifiques. Il y a une part d'expérimental, voilà. C'est sûr. Soit il y a des études expérimentales qui ont été faites qui sont suffisamment poussées pour qu'on puisse dire ok c'est cette valeur. Soit ce qu'on fait c'est qu'on utilise des études expérimentales pour trouver les paramètres. Sauf que plus on a d'équations, plus on a de paramètres. Plus on a de paramètres, plus il faut de données pour être sûr de ces paramètres. Et donc, en fait, plus on veut ajouter de la complexité, moins on est sûr d'avoir un modèle qui explique qui explique vraiment un phénomène. Qui résiste. Qui explique un phénomène ciblé et qu'on maîtrise quoi. C'est une dernière question. Non, la première partie, c'est que moi je crois qu'il faut être plus ambitieux. Quand on vous demande est-ce qu'on va pouvoir reconstituer l'homme, il faut répondre oui. On ne sait pas encore quand, mais on attend de vous cette réponse. Ma deuxième question porte sur le fait que vous avez évoqué le cancer au début, et je crois qu'effectivement, la modélisation doit permettre une très bonne étude de ce qui se passe dans le cancer du foie. Je pense en particulier au moment où le cancer devient métastatique, par exemple, si on sait qu'il y a entre la cellule et puis son environnement des choses qui se passent, c'est quelque chose que vous pouvez envisager? Alors je sais qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits, notamment sur les métastases, et notamment à l'INRIA, je pense, mais à Bordeaux, je crois.
Mais pas... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Et pas que après, on pourrait imaginer intégrer ça dans ce modèle 3D. Je sais pas, je dois avouer que je suis pas une spécialiste de ce sujet, mais oui, mais peut-être pas tout de suite. Juste une dernière question, est-ce qu'on peut imaginer qu'on dépasse le foie? Bon, je sais qu'il y a un partisan du foie ici, mais je pense par exemple au poumon, est-ce qu'on pourrait utiliser au lieu de l'ammoniac, CO2, l'oxygène, et puis travailler de la même façon sur la fibrose pulmonaire? Oui. Ça existe déjà. Il y a des travaux. Il y a des travaux. Oui, excusez-moi. Il y a des travaux d'autres mathématiciens ou modélisateurs sur ce sujet, sur le poumon. Il y a des gens qui travaillent sur le cœur, il y a des gens qui travaillent sur d'autres organes. Ce type de travaux existe aussi dans d'autres organes, comme le poumon. Une dernière question qui me tracasse. Vous avez besoin effectivement beaucoup de data à un moment, données par les cliniciens, les pathologistes et tout. On a l'impression que vous avez plus d'hypothèses que de data de temps en temps. Dans ce que tu as dit, Noémie, on se dit, ah, si on faisait ça, sans que ce soit forcément appuyé par du solide. Est-ce que je me trompe? Oui, non. Oui et non. Mais sur la partie fibrose, toutes nos hypothèses, etc., on les a pas fait tout seuls. On les a fait avec des biologistes et des hépatologues. Donc c'est des sortes d'hypothèses éclairées. Enfin, on en a discuté avec eux. Pour la partie sur l'hépatectomie, effectivement, là, on a besoin de plus de données pour essayer de valider quoi que ce soit. Et il nous manque, en tout cas, il faut plus traiter peut-être les données qu'on a déjà pour chercher ça. C'est juste que même si on arrive avec beaucoup de questions, du coup, on arrive aussi avec une idée de où il faut chercher. Alors, je suis désolé parce que ça tracasse toujours. Donc, ce qu'il vous faut, au fond, c'est des bonnes cohortes au départ, avec beaucoup de données. Oui. Donc, vous avez intérêt à vous rattacher à un système de cohortes comme il est en train de s'en créer, par exemple, sur les maladies du foie. Oui, en plus, plus on a de données, plus en plus c'est représentatif statistiquement. Donc, en vrai, plus on a de données, plus on est heureux de mathématicien. Et si en plus c'est des données fiables, c'est super. Je vais vous donner votre nom à la cohorte des cancers du foie qui est en train de se créer, qui va réunir beaucoup de documents. Voilà. Merci.